Mais d'abord donc ces citoyens français qui font route vers Paris avec un mot d'ordre, la liberté, mais sans leader ni revendication structurée forcément. Ça nous rappelle quelque chose. Jonathan Dupriez. Les routiers canadiens ne désarment pas. À Ottawa, entre 400 et 500 poids lourds bloquent la capitale fédérale depuis 10 jours. Derrière le mouvement intitulé Convoi pour la liberté, ces camionneurs s'opposent à la nouvelle loi sur l'obligation vaccinale. Les lois qu'ils ont prises, leurs petites règles et obligations n'ont aucun sens. Leurs obligations vont beaucoup trop loin et il faut revenir à la liberté, il faut revenir où nous étions avant. Sur place, la situation est jugée hors de contrôle par les autorités qui ont déclenché l'état d'urgence. Resté silencieux plusieurs jours, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a finalement demandé aux manifestants de lever le siège de la ville. Les Canadiens ont le droit de manifester, de s'opposer au gouvernement et de faire entendre leur voix. On va toujours protéger ce droit. Mais soyons clairs, ils n'ont pas le droit de faire obstruction à l'économie, à la démocratie ou au quotidien de nos concitoyens. C'est assez. Hors du Canada, le mouvement commence à faire tache d'huile. États-Unis, Nouvelle-Zélande, mais aussi en France, où de multiples convois pour la liberté s'organisent, comme ici à Nice. Macron, mieux que ça. Autant, merde. Des pages Facebook structurent la mobilisation, principalement orientée contre le pass vaccinal. Ce groupe, par exemple, rassemble plus de 300 000 membres. Et d'autres se développent vitesse grand V, comme celle créée par Sylvain Desrochettes, un entrepreneur de Haute-Garonne. J'ai jamais vu ça en fait sur les réseaux sociaux, donc je l'évaluerais, on va dire à peu près équivalent à ce qui se passait au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire quand les gens ont commencé à se donner rendez-vous, à s'organiser. Il y a vraiment un mouvement extrêmement massif et populaire sur ce sujet-là, quoi. Ces convois de la liberté entendent aussi lutter pour le pouvoir d'achat, contre la hausse du prix de l'essence ou encore le manque de représentativité démocratique. Des revendications proches de celles des Gilets jaunes. Ces convois devraient s'élancer samedi partout en France, vers la capitale, une mobilisation que le gouvernement dit prendre très au sérieux. Et on tente d'analyser ce mouvement naissant en France avec Michel Viviorca. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier Métamorphose ou déchéance, où va la France? C'est aux éditions Rue de Seine. J'accueille également Béatrice Gibelin. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Vous êtes géographe, directrice de la revue Hérodote. J'accueille également Sylvain Boulouc. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, historien spécialiste du communisme, des mouvements anarchistes de l'extrême gauche. Vous publiez Le Pen, le peuple, c'est aux éditions Atlante. Alors c'est ni Jean-Marie ni Marine, c'est Julien Le Pen qui était militant syndicaliste libertaire des années 30. Voilà, pour pas qu'on se trompe quand même. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu, heureux de vous retrouver. Évidemment, alors c'est toujours difficile d'analyser un mouvement naissant. On va être prudent, je pense, pendant ce débat, Michel Viviorca. Mais est-ce que, on l'a vu dans le reportage, est-ce que voilà, ce parallèle, ce retour des Gilets jaunes, ça nous vient à l'esprit, ça vous vient à l'esprit forcément? Oui, mais je résiste beaucoup. Je résiste beaucoup parce qu'il y a énormément de différences. Ouais. Et je dirais, les Gilets jaunes, c'est plutôt un mouvement social. Et les dimensions sociales sont centrales. Ce nouveau mouvement, c'est plutôt un anti-mouvement, si j'ose dire. En tout cas, ça n'est pas un mouvement qui construit, qui propose, qui essaie de construire quelque chose. Et il n'est pas social. Le cœur de l'affaire, c'est le vaccin, c'est le pass sanitaire. Et par conséquent, une chose est de critiquer le vaccin, la vaccination, etc. C'est quand même autre chose que de dire les produits pétroliers, les taxes sur les produits pétroliers sont trop lourdes, je n'arrive pas à boucler mon mois, j'habite dans un désert social, etc. Et donc, je crois qu'il faut ne pas trop faire de parallèles. Et j'ajouterais, parce que le deuxième parallèle qu'on vient de voir, c'est les camionneurs canadiens. Oui. Et c'est un monde tellement différent de notre monde à nous, ce monde des camionneurs canadiens. Je connais un peu celui des camionneurs américains, ça ne doit pas être très très différent. Et donc, d'ailleurs, ils parlaient avec un anglais très... C'était pas des Québécois qu'on entendait. Et donc, je trouve vraiment qu'il faut être prudent dans les comparaisons. Prudent dans les comparaisons. Béatrice Gibelin, effectivement, il y a cette source d'inspiration canadienne. Bon, pour l'instant, on va être prudent, hein, il y a très peu de camionneurs français mobilisés. Donc, bon. Et puis peut-être les Gilets jaunes, pardon, mais les Gilets jaunes, c'était un mouvement original.
en France. Là, on copie les Canadiens. Quoi. Ça, oui, avec une grande différence. C'est-à-dire que vos chauffeurs canadiens sont propriétaires de leurs camions. C'est ça. Et que les chauffeurs français sont salariés d'entrepreneurs. Alors, on a vu un entrepreneur qui est à l'origine, apparemment, Monsieur Desrochettes, de l'organisation du mouvement. Mais on va... L'un de ceux. Mais on risque fort aussi d'avoir, on a dit, des camping-cars, peut-être des caravanes ou des mini-bus. Je pense qu'on va avoir des choses qui n'auront pas du tout l'allure de ce qu'on voit à Ottawa. Ça sera tout à fait différent. Qu'on soit prudent sur la comparaison, je rejoindrai Michel Vivorca. Que les gens qui vont manifester, eux, se projettent dans ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, sûrement. C'est-à-dire que je pense que les manifestants n'auront pas la prudence que nous pouvons avoir ce soir. Ils vont essayer de retrouver une dynamique. On avait vu les manifestations des antivax pendant l'été, ça revenait tous les samedis, comme on essayait de rejouer, au fond, ce qui s'était joué avec les Gilets jaunes. Et on avait vu avec une chute assez rapide quand même, entre des manifestations qui ont été autour de 200 000, puis on est tombé au bout de 3-4 semaines à 30 000, voire 20 000. Donc il y a un contexte, moi, qui me semble très différent, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de sympathie. Moi, j'ai toujours été très prudente sur l'idée du soutien aux Gilets jaunes, mais il y avait une sorte de sympathie au mouvement des Gilets jaunes dans l'opinion publique française. Je ne suis pas sûre qu'ils retrouvent cette même sympathie dans le mouvement qui émerge. Alors, je peux me tromper. On l'a dit qu'on souhaitait être prudent. Je vais vous redonner la parole, mais Sylvain Boulouc, sur cet aspect-là, effectivement, c'est sans doute trop tôt pour répondre à la question, mais est-ce qu'on peut imaginer une sympathie de l'opinion pour ce mouvement naissant? Ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs éléments. Ouais. Déjà, les deux grandes fédérations de camionneurs, de routiers, FO et la CFTC, n'appellent pas du tout au mouvement. Hein. Donc, on n'est pas. Après, il va falloir faire très attention parce qu'on retrouve quand même un certain nombre d'animateurs des Gilets jaunes. Il va falloir faire très attention au local. Sur les images tout à l'heure qu'on a pu voir, les manifestants qui partaient de Nice appartenaient plutôt aux franges les plus radicales à droite de l'échiquier politique. Il y avait un drapeau avec une fleur de lys, enfin une croix, un cœur vendéen, pardon. Donc on était plutôt sur cette frange-là de l'échiquier politique. Hier, il se trouve que j'étais sur une chaîne concurrente et un des intervenants, un des animateurs d'un des collectifs se réclamait du comité invisible, donc plutôt de l'autre côté, bord, mais vraiment loin de l'échiquier. Après, donc ça dépendra vraiment des régions. Si on prend la région nantaise, je pense que les revendications seront beaucoup plus sociales que celles du sud de la France. Après, il y a d'autres éléments qu'on ne maîtrise pas du tout, puisqu'il y a une colère ou un désinvestissement qui peut exister. Il y a qu'à voir les taux d'abstention qui s'annoncent records. Est-ce qu'un tel mouvement qui mélange le social, le politique, les différentes questions peut prendre, ou est-ce qu'il est trop tard par rapport à l'échéance électorale? Est-ce qu'ils vont profiter de l'échéance électorale? Après, sur le nombre de pages Facebook et tout ça, je serais beaucoup plus réservé dans la mesure où c'est quand même, ça recoupe quand même grandement les pages des Gilets jaunes et le nombre de personnes qui peuvent suivre les Gilets jaunes, qui pouvaient suivre les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on est à peu près quand même dans le même nombre de personnes qui suivent ce mouvement et finalement peut-être même la même structure sociologico-politique que le mouvement des Gilets jaunes. Vous dites qu'il y a peut-être pas mal de similitudes aussi. Et il y en a un certain nombre qui viennent de ce mouvement et qui sont prêts à changer les mots d'ordre pour... Alors ce qui est sûr, c'est que le gouvernement suit ça de près. Le gouvernement ne minimise pas les risques, notamment risque de blocage. Et on écoute le ministre de l'Intérieur, c'était hier sur BFM. Nous prenons les choses au sérieux. Ce qui est certain, c'est que nous mettons les moyens de renseignement et d'action si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres, surtout un accès à la capitale. Donc les moyens sont importants. La réponse de l'État sera extrêmement ferme si c'est le cas. Aujourd'hui, nous n'avons pas de renseignements qui démontrent que ce que vous dites est tout à fait constitué et vrai en nombre. Mais nous sommes très attentifs. Les policiers et les gendarmes sont très mobilisés et nous prendrons nos responsabilités pour ne jamais laisser entraver la liberté de circulation. Mathieu, un premier mot sur le calendrier politique. Ce mouvement, on verra, il va peut-être faire pchit, il va peut-être grandir, mais il peut compliquer l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Et le calendrier politique, en tout cas de ce mouvement, est curieux parce qu'on est quand même à 2 mois d'une présidentielle. Donc le meilleur moyen de signifier sa colère ou de montrer sa protestation, c'est quand même de voter. Il n'y a pas très longtemps à attendre pendant ces 2 mois. Ce qui est sûr, c'est que
Le gouvernement ne redoute pas forcément une grande solidarité ou une grande sympathie des Français. Il redoute, pardonnez-moi l'expression, un bordel, parce que pour le coup, c'est la face noire du quinquennat Macron, cette crise des Gilets jaunes, pour 1000 raisons. Parce que l'exécutif a mis beaucoup de temps à en prendre la mesure, a mis beaucoup de temps à trouver comment la gérer, qu'il a plutôt joué sur l'usure que sur une véritable négociation, parce que c'était pas facile de négocier. Puis il n'a pas su l'encadrer. On a bien vu tous les débordements qu'il y a eu dans les manifestations, entre les rapports entre les manifestants et les forces de l'ordre. Donc il est hors de question pour l'exécutif de voir quelque chose de ce type réapparaître. La raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur hier disait il est hors de question de bloquer, d'entraver la circulation. Il devrait y avoir des mesures assez fermes qui vont être prises. Mais ils ont l'air de dire au ministère de l'Intérieur que les services de renseignement territoriaux ne tablent pas forcément sur une immense mobilisation. Après, il arrive à tout le monde de se tromper. Évidemment, à suivre. Michel Biorka, alors moi je reste quand même, je m'accroche quand même un peu au mouvement des Gilets jaunes pour essayer d'analyser. Plus il durait, plus on avait le sentiment que la violence servait un peu de plus petit dénominateur commun. Donc c'est aussi certainement, quand on parlait du bordel, une des craintes du gouvernement aujourd'hui. Alors, l'histoire de la violence des Gilets jaunes, c'est une histoire compliquée. Parce que ça commence de l'extérieur du mouvement. C'est plutôt les Black Blocs, et moins d'ailleurs, mais enfin des ultras de droite. Bon. Et puis, des acteurs des Gilets jaunes vont rentrer dans des logiques de violence, pas forcément de manière centrale, mais ça peut arriver, soit à chaud, vous êtes dans une manifestation, il y a quelque chose qui vous semble choquant, vous vous embarquez, bon. Et d'ailleurs, c'est compliqué pour nous, observateurs, journalistes. On disait gilets jaunes, et puis gilets jaunes radicalisés, on essayait de faire la différence entre les uns et les autres. Quoi. Il y a eu des logiques de ce type, et puis il y a eu aussi des logiques de gens qui se sont dit, je vais passer à la violence de façon plus construite, si je peux dire. Donc, déjà, le rapport à la violence est différent. Mais je voudrais insister sur 2 points dont on n'a pas encore parlé ce soir. Premier point, c'est la dimension européenne de cette affaire. L'horizon des Gilets jaunes, c'était l'État-nation, c'était on veut parler à Macron, on veut aller à l'Élysée, c'était vraiment le cadre. Là, on nous dit pareil n'est qu'une étape. Oui, allons à Bruxelles. On va aller à Bruxelles. Et ça, rendez-vous le 14 février. Voilà, donc ça, je ne suis pas certain que ce soit un signe de force. Je pense que c'est plutôt un signe de faiblesse de ce mouvement et de difficulté. Et bon, en tout cas, ça vient nous dire autre chose. C'est la première remarque. Et puis la deuxième remarque, les Gilets jaunes, ce qui a fait leur force aussi, c'est pas seulement les manifestations dans les grandes villes. C'est aussi le fait qu'ils étaient sur du local. C'était, je vais au rond-point du supermarché de ma commune et je retrouve des gens que j'ai appris à connaître, que je fréquente. Enfin, il y avait un ancrage local. C'est pas le cas ici. Les gens prennent leur voiture. Les gens ont les moyens, je dirais même, de prendre une voiture, une caravane. Enfin, donc c'est assez différent. Donc je ne dis pas du tout que ce mouvement est condamné à dépérir. Personne peut. Je crois que ce serait pas sérieux de parler comme ça. En plus, il peut lui arriver un variant à ce mouvement, comme à d'autres. C'est-à-dire, après tout, il commence plutôt sanitaire, et puis, ce que disait Sylvain il y a un instant, il peut y avoir des dimensions sociales qui peuvent se renforcer. Le prix de l'essence, tout ça, voilà. Ça s'agrège. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent dans le moindre pronostic, mais rien n'interdit d'insister sur les différences. Alors on a regardé, on a cherché un peu les hashtags, les mots dièses pour appeler à faire route vers Paris puis Bruxelles. Il y en a plein, un convoi de la liberté. Alors il y a les versions effectivement européennes, Convoy France officiel, Convoi pour la liberté, Convoy Europe, Convoi France 2022. Bref, il y en a plein. C'est une des façons d'illustrer, on peut dire, l'hétérogénéité du mouvement. Il y en a une autre, c'est tout simplement d'aller chercher sur les réseaux sociaux ceux qui disent on fait route vers Paris. Alors là, on va trouver des cas de figure très différents. Tenez, 4, on va les appeler des convoyeurs en route vers Paris. Regardez. Aujourd'hui, c'est une convergence qui est totalement pacifiste, avec des gens avec une grande droiture des choses, des citoyens qui veulent juste défendre les valeurs de leur pays, qui veulent défendre leur pays, qui veulent défendre leurs enfants, qui veulent défendre leur liberté et qui veulent aussi défendre leur droit de vivre correctement dans les années futures. Une contre-société qui n'est pas du tout dans la violence, qui n'est pas du tout dans la malveillance, qui au contraire est dans la solidarité, dans l'humanité, qui est dans le dialogue, dans la démocratie. Faites appel à tous les Gilets jaunes de France. On va manifester contre le pass, on va manifester contre les taxes sur l'énergie. On en a marre, on est en train de tous crever littéralement. Si on se prend pas en main maintenant, on va vraiment bouffer de la merde. Alors on nous met le masque aujourd'hui, demain on n'aura plus d'essence, après-demain on n'aura plus de bouffe. Je vous laisse imaginer dans quoi on va sombrer ces prochaines années. Alors ceux qui pensent que le monde va s'améliorer, que le Covid va passer et que ce sera fini, j'ai envie de vous dire réveillez-vous les gens. Faut arrêter de regarder de 20h, prenez le temps de vous informer sur ce qui se passe réellement.
Là, on est un peu dans le discours à la limite du complotisme. Mathieu, ce qui est intéressant, c'est que ces convois, ils rejoignent une longue liste de colères citoyennes. Oui, une longue liste de colères citoyennes qui déroute particulièrement le pouvoir. On a pensé aux Gilets jaunes, bien évidemment. Mais moi, j'y ajoute c'est les mobilisations qu'on voit depuis quelques années, alors qu'ils sont toutes différentes, mais que ce soit certaines marches pour le climat, ou Extinction Rebellion, ou certaines occupations zadistes, ou le mouvement Nuit debout, ça déconcerte le pouvoir parce que ces mobilisations, elles sont particulières, je le disais, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles ne sont pas lancées par des organisations politiques ou syndicales existantes et qu'elles se battent avec plus ou moins de succès contre toute forme de récupération. Ensuite, parce qu'elles sont protéiformes, Sylvain Boulouc le disait, elles agrègent des mobilisés qui viennent d'horizons idéologiques ou politiques divers, chacun ajoutant au pot commun parfois les sujets qui les concernent, avec, pour le plus grand bonheur de certains qui croient à la convergence des luttes, mais souvent, au final, quand même un grand fourre-tout, parfois un grand n'importe quoi. Elles n'ont généralement pas de représentants, ni de porte-parole, et se désolidarisent très vite des figures qui se revendiquent comme telles. Elles n'ont pas la culture du mouvement social, Michel Vieux-Vorca le disait, parce que il y a des règles, il y a des codes dans le mouvement social, ça se ressent d'ailleurs aussi bien dans les manifestations que dans les négociations. En gros, elles ne savent ni se comporter ou se confronter à la police, ni parler aux gouvernants. Et puis, je trouve qu'un autre point commun de toutes ces mobilisations-là, c'est qu'elles n'offrent pas de débouché politique clair. La mobilisation, il dépasse souvent la revendication. On ne fait pas grève de sitting pour obtenir satisfaction sur un point précis, à part peut-être dans les mobilisations zadistes. Et encore, parce qu'en gros, on se mobilise quand même souvent pour crier sa colère, réinventer le monde, avec en résumé un mot d'ordre commun, un plus petit dénominateur commun à toutes ces mobilisations, qui est être pris en considération. Ouais. Voilà. Et comment les pouvoirs publics peuvent tenter d'y répondre ? Ils sont bien embêtés, évidemment, parce que toutes ces mobilisations soulignent en creux l'essoufflement de notre système démocratique, au même titre que la montée de l'abstention, vous y faisiez référence. Brice Saint-Hurier avait théorisé ça il y a quelques années en parlant du PRAF, pour ceux qui n'en ont plus rien à foutre. Moi, je trouve que c'est différent de l'abstention pour le coup, parce que ceux-là ont précisément quelque chose à foutre, même s'ils ont parfois du mal à exprimer pourquoi, et même si c'est souvent très compliqué d'y répondre. La première réponse qu'avait trouvé le président de la République pour les Gilets jaunes, c'était d'essayer de renouer le dialogue avec son grand débat, qui avait intervenu un peu tard et puis qui était surtout un monologue, et puis d'associer d'une certaine façon les citoyens au travers d'un grand projet qui était la Convention climat. Mais le naturel est vite revenu au galop et on en a vite vu, je disais, les limites. L'autre réponse, à mes yeux, c'est de revivifier les corps intermédiaires qui ont quand même été largement écrasés ou écartés pendant ce quinquennat, pour que puissent s'exprimer de façon plus structurée, je dis pas récupérer, mais en tout cas ces revendications à travers des canaux associatifs, syndicaux ou des collectifs citoyens qui soient nouveaux. C'est pas forcément les syndicats qui existent aujourd'hui, mais qui ne doivent plus être pris de haut. Puis enfin, la dernière réflexion, c'est pour le coup une vraie réflexion sur la rénovation de notre vie politique, sur la représentation démocratique, comme sur l'exercice du pouvoir, et là à tous les niveaux, j'allais dire du municipal au national, et avec de vraies réformes, pas des gadgets. Il s'agit pas de juste faire un budget participatif dans une ville où on fait voter, est-ce qu'on fait un banc ou un jardin public, j'exagère, mais en gros, il faut vraiment repenser de ce point de vue-là la représentation démocratique et l'exercice du pouvoir. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron, qui promettait l'avènement d'un nouveau monde, a quand même beaucoup déçu. Nous sommes aujourd'hui dans une forme d'entre-deux, comme le disait le philosophe italien Antonio Gramsci, que vous connaissez tous. Oui. Voilà, que la crise, c'est quand le vieux monde ne se meurt et que le neuf ne peut pas naître, en gros, ou tarde à apparaître. Et il ajoutait, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Surgissent les monstres. Béatrice Gibelin, c'est un enjeu majeur, quel que soit le vainqueur de cette présidentielle, rénover, réinventer notre vie politique ? Je voudrais simplement faire d'abord une remarque, parce que l'expression de la colère, on dit « Ah, mais c'est vraiment parce que notre système démocratique ne fonctionne pas ». Mais si on avait eu des réseaux sociaux il y a déjà 10, 20 ans, 30 ans, ça aurait fonctionné de la même façon qu'aujourd'hui. Je pense que le rôle des réseaux sociaux est absolument essentiel dans la façon dont ça fonctionne de façon horizontale. Donc vous y voyez moins le signe d'un essoufflement de notre démocratie ? En tout cas, je suis persuadée que si ça avait existé il y a 30 ans, ça aurait fonctionné aussi comme ça. Et je pense qu'on aurait eu un discours qui n'aurait pas été si différent sur le problème de notre démocratie ou autre. Je crois qu'il faut tenir compte de ce contexte-là. C'est d'une certaine façon facile, si vous voulez. On est à des coins très différents de France. Et puis, bon, très, très simplement, on peut se donner rendez-vous. Il manie ça très, très bien. On fait une carte, les points d'hébergement, les points où vous aurez du ravitaillement. Puis tout ça est très amusant, tout ça est très excitant, dans des vies qui parfois peuvent paraître un peu banales ou voire ennuyeuses. Il y a dans les Gilets jaunes, il y a eu ça. Ce que rappelait Michel Vieux-Vorca, le plaisir de se retrouver et de faire une bonne bouffe
arroser si possible. C'était quand même de la chaleur humaine, voilà. Et on a, je crois, de nouveau quelque chose comme ça. Ce qui me fait dire qu'on ne peut vraiment pas prédire si ça va marcher ou pas. Oui. Pour peu qu'il fasse un peu beau, que ça aille bien, que ça prenne, on peut avoir un peu de monde partir là-dedans. Dernière chose, quand même, parce que se plaindre du prix du carburant et se permettre de faire un Bayonne-Paris-Bruxelles simplement pour le plaisir, il faut quand même avoir les moyens de remplir son Sylvain, vous vouliez intervenir, puis ensuite je donne la parole à Michel. Je vais insister sur les réseaux sociaux. Oui. Quand même là, on a une mobilisation, même pour les Gilets jaunes, on a une mobilisation qui était de la première fois 300 000 personnes, après 150 000 personnes. Les organisations syndicales, quand elles appellent à manifester, il y a 300 000 personnes dans la rue. La différence, c'est que les Gilets jaunes, ça a été réseaux sociaux plus chaîne d'information continue. Ça a été une parole qui a été reprise en permanence. Vous assistez à une manifestation syndicale, c'est 30 secondes à la fin d'un journal, quel qu'il soit, alors que le nombre de participants peut être identique, voire supérieur. Donc c'est l'intérêt de la nouveauté, c'est ça ? C'est l'intérêt de la nouveauté, c'est l'effet, effectivement, réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 3 ou 4 personnalités qui soient un tout petit peu influentes pour faire un surcroît de mobilisation médiatique qui pour d'autres formes de mobilisation sociale, n'existe pas. Même pour rebondir sur Extinction Rébellion, ce genre de mouvement, même ce genre de mouvement, pourtant ils sont très forts sur les réseaux sociaux, quand ils font une action, ça n'a pas du tout la même caisse de résonance que... Par contre, là où ce qu'on peut remarquer, je termine là-dessus, c'est qu'il y a un certain nombre d'influenceurs qui sont plutôt relayés par ce qu'on appelle, pour faire vite, la fachosphère, et qui immédiatement, ce genre de revendication, c'était vrai pour le Vax, surtout pour les anti-vax, et c'est vrai aujourd'hui, immédiatement vous avez des retweets et massivement, parce que c'est eux qui maîtrisent le mieux cette... Oui, parce qu'ils étaient présents sur ces réseaux sociaux avant que tout le monde y aille, puisque c'était un de leurs seuls canaux d'expression, puisqu'ils avaient besoin d'être sous-représentés. Et c'est ce qu'on retrouve dans la mobilisation. Par contre, c'est ce qu'on retrouve dans la mobilisation des camionneurs aussi au Canada. Évidemment, Michel Villorca, je vais vous parler des corps intermédiaires, parce que c'est l'une des thématiques de votre livre, et notamment si on fait le bilan du quinquennat Macron. C'est-à-dire que la situation n'était pas idéale quand il est arrivé, mais il n'a pas vraiment arrangé les choses, quoi. Je pense même qu'il les a très délibérément accentué. Le rejet, la décomposition, et on peut en donner beaucoup d'exemples. Le plus spectaculaire, c'est évidemment, à mon sens, avec la CFDT, la façon dont il a, je dirais même personnellement, traité Laurent Berger. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les associations. Alors, c'est intéressant parce qu'en même temps, c'est des vieux mondes aussi. Donc, toutes les responsabilités ne sont pas d'un seul côté. Mais on pourrait dire, on peut encourager le vieux monde à se moderniser aussi. Mais les grandes associations vont très mal. Mais évidemment, elles ne sont pas du tout aidées. Et puis, il y a des choses plus limitées, mais moi qui m'ont frappé. Il y a d'abord eu l'affaire de la laïcité. Il y avait un observatoire de la laïcité qui a été traité d'islamo-gauchiste, ce qui était quand même plus qu'excessif, qui était dirigé par Jean-Louis Bianco. On le liquide, on le ferme et on ne le remplace pas. On fait une structure interministérielle qui ne veut rien dire. Et donc, on pourrait continuer, on pourrait trouver d'autres illustrations. Donc oui, on est dans une situation où les corps intermédiaires font défaut, ne sont pas soutenus, sont faibles, et ça a pesé extrêmement lourd. Je suis convaincu, c'est un peu ce que vous disiez, je suis vraiment convaincu qu'on comprend mieux ce qui se passe avec un mouvement comme celui-là si on analyse en termes de crise, de carence des capacités de traitement politique, de traitement institutionnel, des demandes sociales. C'est quand on écoute ce que disent ces gens-là, ça part vraiment dans tous les sens. Moi, j'étais frappé de tout ce qu'on a entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les réceptacles habituels de ces colères, de ces revendications. D'abord, enfin, si on revient aux Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'était des gens qui se fichaient complètement du problème du travail, des problèmes de l'entreprise. Ils étaient ailleurs. Alors, c'était souvent des gens qui travaillaient quelque part. C'était pas uniquement des chômeurs ou non. Et donc, si vous voulez, le sentiment que ce genre de médiation ne fonctionne pas, ça c'est très 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 net. Alors, il y a autre chose que je voudrais dire à propos des réseaux sociaux, mais tout ça fait système. Les réseaux sociaux tout seuls, ça n'est pas la certitude que les choses vont marcher. Moi, j'avais été très intéressé par ce qu'on avait appelé le mouvement des places au début des années 2010, les mouvements dans les printemps arabes, toutes ces choses-là. Parce que ce qui faisait la force de ces acteurs, c'est qu'il y a d'un côté réseau, et d'un autre côté, on se retrouve concrètement.
Et c'est ce qui a fait aussi la force des Gilets jaunes. D'un côté, réseau, et d'un autre côté, les ronds-points ou les carrefours ou les manifs. Et là, il y a une énorme différence. Je trouve que ce mouvement, je ne sais plus qui faisait remarquer, c'est type qu'on a les moyens de prendre une bagnole, de faire perpis. Alors aujourd'hui, quel est le gilet jaune moyen de la grande époque des Gilets jaunes, qui a les moyens de dire, moi je prends ma voiture et je vais à Paris, puis à Bruxelles, quand même, c'est pas tout à fait la même chose. C'est se couper quand même de son ancrage local. Oui, il faut avoir le temps. Il faut avoir du temps, un peu de moyens. Travaille, on peut se cotiser, on peut mettre plusieurs. Mais voilà. Donc, je crois aussi que le répertoire de cette mobilisation s'éloigne plus qu'on ne le pense de celui des Gilets jaunes. Je voudrais quand même qu'on s'intéresse aussi à la personnalité d'Emmanuel Macron pour plagier le titre du livre de Domnac et Safran. Pourquoi tant de haine ? Il y a une dimension anti-Macron aussi dans ce mouvement, Sylvain Boulouc ? Alors, il y a plusieurs choses pour poursuivre ce que disait Michel. C'est qu'à mon avis, il y a aussi ce refus des corps intermédiaires, ça vient aussi de la sociologie de La République en marche. Quand vous regardez la sociologie de La République en marche, il y a peu d'élus locaux, d'anciens élus locaux, excepté quelques-uns qui viennent du Parti socialiste, mais majoritairement ils sont arrivés sans avoir été... C'était leur premier mandat, donc ils n'ont pas toute cette connaissance du terrain, c'est-à-dire à savoir connaître le responsable syndical local ou les responsables syndicaux locaux, le responsable de l'union départementale. Donc tous ces corps intermédiaires qui pourtant ont fait la tradition même du gaullisme ou du chiracisme, si l'on veut. Et quand il y avait un gros problème, on pense à 95. C'était mis à la crise. Oui, non, mais Chirac prend son téléphone, appelle Bergeron, lui demandant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il y a des réponses. Bergeron s'en vantait dans ses mémoires en disant laisse tomber parce que l'ancien secrétaire général de Force ouvrière. Donc il y avait cette connaissance aussi du terrain des deux côtés, même avec Nicolas Sarkozy qui n'était pas féru d'histoire syndicale, il avait quand même fait appel à Raymond Soubise qui lui était un vieux gaulliste social. Et donc je reprends ma question, dans le ressentiment anti-Macron, c'est aussi la faiblesse de l'ancrage local de son parti. C'est la faiblesse de l'ancrage local, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une sociologie qui est quand même CSP++, avec je crois qu'il reste un enfant d'ouvrier à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a quelques ouvriers pour le coup, c'est dans tous les partis. C'est dans tous les partis. C'est dans tous les partis. Oui, mais ça représente. Bien sûr. Quand on compare avec des périodes un peu plus anciennes, il y avait beaucoup plus d'ouvriers qu'il n'y en a aujourd'hui. Mais c'est pas une raison. Mais le côté anti-Macron. Le Canada, ils sont anti-Trudeau, c'est pas mieux. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est très violent aussi. Il y a le côté anti-chef d'État. Mais il y a le côté anti. Mais il y a aussi derrière, en France quand même, avec toute cette dimension égalitariste qui peut perdurer, qui perdure. Et chez les Gilets jaunes, mais dans toutes les manifestations, vous avez systématiquement une référence à la Révolution française, à la Commune de Paris, donc à l'histoire de France et les petits contre les gros. Et donc ça réactive. Alors après, il faut être mesuré parce que c'est aussi un phénomène minoritaire dans la société, c'est-à-dire que pour l'instant il y a un matelas électoral pour et puis quand même pour le président de la République qui est quand même qui semble assez important. Oui, il a un socle qui est encore solide a priori. Moi je serais nuancé sur un dernier point, c'est qu'il y a un taux d'abstention qui est exponentiel. Et là, on dit à chaque fois qu'on parle des sondages ici, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de Français qui ne savent pas pour qui. Après on sait que le taux d'abstention, d'après ce qu'on peut voir dans les enquêtes, ça vient quand même majoritairement des gens de gauche qui se disent cette fois-ci c'est trop, on n'ira pas voter. Sur la personnalité et la réponse d'Emmanuel Macron, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais d'abord entendre un élément de réponse qui était celui du porte-parole du gouvernement. C'était ce matin Gabriel Attal, juste après le Conseil des ministres, comparaison avec d'autres pays. Regardez. On sait qu'il y a une fatigue et une lassitude des Français vis-à-vis de ce virus et des mesures que nous avons dû prendre depuis le début de cette crise pour protéger les Français. Il y a plus que quelques centaines de milliers de personnes qui en ont marre de cette épidémie et qui en ont marre de vivre avec ce virus. Et depuis le début de cette crise, en France comme partout dans le monde, des mouvements politiques, souvent radicaux, ont cherché à capitaliser sur cette lassitude et cette fatigue pour essayer de créer des mouvements. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que quand vous revenez quelques semaines ou quelques mois en arrière, la France est probablement l'un des pays d'Europe qui a pris le moins de mesures contraignantes, le moins de mesures qui entravent la liberté de ses concitoyens.
C'est vrai, Béatrice Gibelin, sauf qu'il y a quand même une phrase d'Emmanuel Macron, dont on se souvient tous, dans cette interview face au lecteur du Parisien aujourd'hui en France, voilà, il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés. On peut considérer aussi que dans ce mouvement, il y a un peu de ce ressentiment qui apparaît. Oui, bien sûr, mais cette phrase, elle s'adressait aussi à tous les vaccinés qui trouvaient effectivement que les anti-vaccins commençaient à aller puisqu'on est en train d'essayer d'expliquer ce mouvement naissant, moi j'y vois quand même un lien avec l'interview d'Emmanuel Macron. Oui, mais je pense que c'est surtout qu'on copie ce qui s'est passé au Canada. S'il n'y avait pas eu le mouvement au Canada, il n'y aurait pas ce mouvement-là aujourd'hui en France. Il y a de l'opportunisme qui s'appuie sur le ressentiment. Ils en ont eu l'idée parce que c'était ça qui, au fond, on avait l'occasion de faire quelque chose. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Michel Vivorca, les quelques entrepreneurs qui sont propriétaires de leurs camions et qui vont, parce que c'est pas que seulement avec quelques voitures que vous allez réussir à faire un mouvement de masse. Il faudrait mieux qu'il y ait quand même des gros véhicules. Donc si vous avez des entrepreneurs avec leurs camions, ça ne peut pas être du tout la même chose que les gilets jaunes avec des grosses difficultés de fin de mois. Posséder un camion, c'est déjà un capital important. C'est cher, un camion. Ça ne s'achète pas comme ça. Alors peut-être qu'ils en vivent mal, peut-être qu'ils font des heures abominables. Tout ça est possible. Mais on est véritablement sur une sociologie qui n'est pas, à mon sens, exactement comparable à celle qu'on a vue dans le cas des Gilets jaunes. Moi, là-dessus, je vous suis sans hésitation. Néanmoins, dans cette situation parfois d'énervement, vous pouvez aussi avoir toute une série, on dit il faut avoir le temps, vous avez dit, pour pouvoir monter. Mais si vous avez des jeunes retraités, avec un petit peu juste de moyens comme il faut, qui ne voulaient pas se faire vacciner, et puis la CSG, et puis tout ce qu'on veut, et puis nos retraites pas revalorisées. On remet tout ensemble. Regardez le pouvoir d'achat. Ils essayent de mettre le pouvoir d'achat comme revendication, et pas seulement les anti-vaccins. Il y a une grosse différence culturelle entre le secteur routier aux États-Unis et le secteur routier en France. Le secteur du transport routier en France, c'est des géants qui ont des flottes de camions absolument considérables, et puis des artisans transporteurs qui sont parfois 2-3 camions, mais qui ne sont pas des gens riches, qui sont des petits patrons de PME. Et dans l'histoire des conflits sociaux routiers, c'était soit des conflits de salariés qui se battaient pour des augmentations de rémunération, pour des semaines qui soient pas, vous savez, les directives européennes sur l'extension, enfin bref, soit des manifs de petits patrons qui, eux, se protestaient contre la libéralisation en Europe et la concurrence indue que leur faisaient des transporteurs routiers polonais. Voilà. Mais on n'est pas d'ici à ce que tout ce monde-là se mobilise contre le pass sanitaire, contre le pass vaccinal. Je vois pas la jointure se faire. En revanche, ce que vous disiez tout à l'heure sur le chef de l'État, c'est quand même la traduction d'un exercice du pouvoir qui moi je suis d'accord avec Michel Vivorca, ce que vous disiez, il y a la pratique du pouvoir quand même sur la disparition des corps intermédiaires qui a été assumée dès le début du quinquennat. Souvenez-vous, la loi travail, c'est pas ordonnance, c'est-à-dire qu'on écrase tout, on dit il faut faire à marche forcée parce qu'il y avait dans la vision d'Emmanuel Macron le sentiment que les syndicats, par exemple, étaient des rentiers du vieux monde, qui vivaient une forme de rente de situation parce qu'ils étaient syndicats, parce qu'ils étaient jugés ou jugés représentatifs par la loi, qui géraient des rentes de situation qui empêchaient de réformer la France, au fond. Et ça, c'était profondément inscrit dans le macronisme. Alors après, il y a une espèce de méprise, parce que les gens ont cru qu'il était à la fois le fils d'Edmond Maire et de Michel Rocard, un artisan du compromis à gauche qui allait rénover le dialogue social. Et ils ont vu un réformateur plus sarkozyste, j'allais dire, en disant ça va se passer comme ci, comme ça, et à marche forcée, parce que c'est comme ça qu'on peut débloquer la France. Voilà, c'est pas un point de vue, je pense que c'est la façon dont il a exercé le pouvoir qui fait que voilà, c'est pas. Et puis même vis-à-vis de son parti, comme il n'y a pas de parti, comme il n'y a pas de courant dans son parti, comme il n'y a pas de production d'idées dans son parti, tout vient d'en haut. Et quand tout vient d'en haut, vous vous heurtez à un moment à une résistance du bas. Il nous reste quelques minutes, le temps file, c'est bon signe, ça prouve que ce débat est très intéressant, mais je voudrais qu'on évoque aussi le gain politique possible ou impossible d'ailleurs pour les opposants d'Emmanuel Macron, pour les autres candidats à la présidentielle. Alors il y en avait une ce matin sur Europe 1, c'était Marine Le Pen, et le représentant d'un autre, Adrien Quatennens, pour Jean-Luc Mélenchon. On les écoute.
c'est une autre forme de gilet jaune. La réalité, c'est que nos sociétés, la mondialisation sauvage, sans régulation, sans limitation posée par le pouvoir politique pour protéger les populations, ont fait de nos sociétés des cocottes minutes. Voilà. Et le moindre événement peut faire sauter le couvercle de la cocotte minute. Il faut abroger maintenant le pass vaccinal et en finir avec toutes ces mesures liberticides qui n'ont pas d'efficacité dans la jugulation. Donc on verra des insoumis dans le convoi. Moi, s'il y en a qui souhaitent y aller, en effet, je les encourage à y aller. En effet, il faut arrêter avec cette logique-là. Et y compris, il y a des revendications, je l'ai vu, qui sont aussi liées aux autres problématiques, notamment. Vous avez vu les revendications? Bon, voilà deux réactions qui sont intéressantes, Michel Viorca. Sauf que, Mathieu le disait tout à l'heure, c'est un mouvement qui est tellement hétérogène, sans vraie colonne vertébrale idéologique, que c'est aussi compliqué, alors si on fait le parallèle avec les Gilets jaunes, pour les opposants d'Emmanuel Macron d'en tirer profit. Écoutez, c'est très difficile de dire que quiconque va en tirer profit, l'abstention peut-être, mais et indirectement d'autres choses. Mais je voulais faire remarquer deux ou trois choses. Un, il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés alors qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Il ne faut pas dire que tous les gens qui sont vaccinés sont indifférents à un mouvement comme celui-là. Je suis convaincu qu'il y a des gens vaccinés dans ce mouvement. La deuxième chose, c'est que, parce que je crois qu'il faut quand même garder l'idée que c'est le cœur de l'affaire, cette question de la vaccination. Et donc, il y a quand même les déclarations récentes, je crois que c'était ce matin ou cet après-midi, du porte-parole du gouvernement, disant d'ici la fin mars, en principe, si tout continue à... Fin mars, début avril. Voilà, c'est ça, il y aura plus le pas. Et donc, on s'en vaccinal. Voilà. Et donc, moi, je pense que ce mouvement qui est déjà extrêmement composite, enfin, on l'a tous dit, alors là, il va être totalement composite s'il a même plus cette espèce de chose un peu centrale qui est l'anti-vax et l'anti-pass. Ouais. Si ça tombe fin mars, début avril, on sera à 10 jours du premier tour, ça tombe bien. La fin n'est pas vaccinale, je dis ça comme ça. Mais sur le gain éventuel politique, on a fait cette analyse au moment du mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'on peut faire la même? C'est assez compliqué parce que vous avez des militants qui viennent de différents courants, qui peuvent participer au mouvement, mais c'est des mouvements qui de plus en plus ne veulent pas, alors c'est pas de tête qui dépasse au sens hiérarchique du terme, mais qui ont une certaine horizontalité, qui refusent toute forme de verticalité, et tous les porte-paroles au fur et à mesure sont éliminés. Alors après, il faut faire attention, parce que, pour finir sur les Gilets jaunes, les 3 premières semaines du mouvement des Gilets jaunes, vous aviez quand même cette même sociologie de petit patron qui était présent autour des ronds-points. Après, le mouvement a changé avec les militants les plus radicaux qui ont pris plus ou moins sur le long terme le contrôle du mouvement des Gilets jaunes. Mais au départ, vous aviez une sociologie qui peut, petit patron, petit retraité, qui peut se retrouver. Et effectivement, disait Mme Gibelin, des retraités qui prennent leur voiture pendant 4 jours, qui décident de... Parce que ça peut être des opérations escargots, c'est pas forcément des blocages, mais vous pouvez faire des maxi-opérations escargots tout autour de Paris pendant une journée. Vous bloquez Paris de la même manière sans être en infraction avec la loi. À part que vous ne pouvez pas rouler en dessous d'une certaine vitesse sur un certain nombre d'axes. Donc à ce moment-là, vous pouvez être verbalisé. Mais justement, ce mouvement très hétérogène et horizontal qu'on a vraiment remarqué tous, me fait dire que les corps intermédiaires n'ont pas prise dessus. C'est pour ça, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la façon dont Macron a, d'une certaine façon, méprisé les corps intermédiaires. Mais dans ce type de mouvement, je ne sais pas très bien ce que les corps intermédiaires peuvent réussir à faire pour, en tout cas dans ce qui relève du syndicalisme, peut-être, mieux pour des associations, encore que ce soit pas évident, parce qu'il y a quelque chose qui va avec l'individualisme de notre société là-dedans. Mais on peut peut-être renverser votre raisonnement. S'il y avait des corps intermédiaires et s'ils étaient entendus, soutenus, etc., ce type de mouvement aurait peut-être moins d'espace. Oui, j'en suis pas sûre sur la question du vaccin. Parce que le vaccin, c'est pas du tout quelque chose qui relève véritablement du combat classique, on va dire, social ou syndical. Peut-être que vous avez raison, mais peut-être aussi que non. On était quand même, avant Macron, déjà dans une forme de très faible syndicalisation dans le milieu privé, et les seuls endroits où c'est encore un peu syndiqué, on sait très bien, EDF, la SNCF, les enseignants, enfin, dans ce qui relève plus du public, honnêtement. Et ça fait quand même un moment qu'on est dans ce recul. Mais les associations auraient peut-être pu jouer un rôle plus important pour calmer le jeu. Mais quand même, on est
beaucoup depuis quelque temps dans l'indignation. Indignez-vous. Vous vous souvenez le bouquin de Stéphane Hessel, tout ça pourquoi? Allez, un tout dernier mot, Mathieu, très rapide. Je reste interloqué par le mode opératoire choisi, enfin l'idée des véhicules, parce qu'on est quand même seul dans sa bagnole, à moins de faire du covoiturage, mais la dimension de lieu de sociabilité ou d'espace de sociabilité qu'avait créé à la fois sur les réseaux et en physique, on en parlait tout à l'heure, les gilets jaunes, ou que procurer une manifestation, ou que peut procurer une occupation d'une place. Là, si chacun est dans sa voiture en train de klaxonner, c'est complètement autre chose. Bon, on suivra ça. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de vos livres, Michel Viviorca, Métamorphose ou Déchéance, où va la France, c'est aux éditions Rue de Seine, et Sylvain Boulouc, Le Pen, le peuple, aux éditions Atlante. Julien Le Pen, militant syndicaliste et libertaire des années 30.